Alors, tu es en guerre avec quelqu'un, ou au moins vous avez croisé le fer, et la personne vit chez toi à la maison. Et elle vous a montré clairement que vous êtes en guerre. Okay? Vous ne vous parlez plus, et tu entends dire des histoires sur toi à l'extérieur. Comment tu fais? Tu le laisses vivre chez toi par générosité et sympathie, ou tu le fous dehors? Enfin, tu as entendu dire des histoires super personnelles. Pendant que ta mère visitait, il y a des choses qui se sont passées. Ta mère n'est plus, et toi tu entends quelqu'un de dehors répéter exactement ce qui s'était passé pendant que ta mère était là. Évidemment, il n'y a qu'une seule personne suspecte ici. Alors, comment vous faites? Vous restez la personne restée chez vous, malgré le fait que vous croisez le fer, ou vous le foutez dehors? Peu importe sa situation, il va se retrouver. Bon, autre scénario. Vous êtes responsable décisif dans une école. Et dans cette école, l'enfant du monsieur avec qui vous avez croisé le fer, l'enfant bénéficie des subventions de l'école. Des subventions qui sont articulées ou formulées par vous. C'est-à-dire, vous faites partie du comité qui a choisi de subventionner certains enfants qui sont en difficulté financière. Et son enfant fait partie de ces personnes. Vous laissez l'enfant bénéficier des subventions ou vous le coupez? Évidemment, quelque part, on dirait l'enfant n'a rien fait, n'est-ce pas? Mais la finalité, c'est quoi? Ça dépend d'une personne à une autre. Certaines personnes diraient, bon, écoute, l'enfant ne m'a absolument rien fait. Je ne veux pas le punir pour les erreurs de son père. Mais d'autres personnes, dans leur profondeur de peine et de douleur, vont vouloir vous faire sentir ce qu'il y a à vous faire sentir jusqu'à la dernière épinière. N'est-ce pas? Voilà. Alors, faudrait-il se fâcher contre une personne qui dit, bon, désormais, puisque toi et moi on croise les fers, ton enfant ne bénéficiera plus des subventions que moi j'ai votées en tant que responsable du comité. D'accord? Ça fait partie de la guerre, n'est-ce pas? On ne peut pas estimer que tout le monde sait où se trouve l'Algérie ou le Mali. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les prix de l'essence flambent au Mali. Le prix de l'essence flambe, surtout dans le nord et dans le centre du Mali, sous l'effet du blocage algérien de la circulation de carburant vers son voisin du sud. Donc l'Algérie a bloqué son carburant d'entrée vers le sud, c'est-à-dire d'entrée vers le Mali. Et maintenant, le carburant est très cher. Suite au dernier épisode entre le Mali et l'Algérie, l'épisode où l'Algérie a tiré sur le drone malien, Alger a bloqué la circulation des marchandises subventionnées vers le sud et stoppé des très importants marchés qui alimentent la région du nord du Mali et du Niger depuis des décennies. Donc, le carburant, le ciment, le sucre, l'huile font partie des marchandises concernées, achetées localement à moins cher qu'au prix du marché national. La population évidemment malienne qui vit dans ce secteur, on parle du centre et du nord, sont sujets à des conditions très difficiles. Le carburant, vous savez quand le prix du carburant monte, le prix de tout monte. La nourriture, la beauté, les habits, la situation, la maison, tout monte. Pourquoi? Parce que c'est grâce au carburant qu'il faut importer ou bouger ces histoires. On a besoin de voitures pour quitter d'un endroit à un autre. Et les coûts de ces histoires-là sont impliqués dans les revenus finaux que l'on requiert. Alors si le prix du carburant monte, le prix de tout monte. Et l'Algérie joue un rôle très important dans ce cas, en tout cas malheureusement pour le Mali dans ce cas, dans l'importation et dans la circulation du pétrole. Pétrole où on parle carburant ici. Au résultat, sur place, l'essence a atteint ces derniers jours 7000 francs CFA, plus de 10 euros, à Ménaka. Un record inédit. Ça ne s'est encore jamais passé dans le passé. 5000 francs CFA et 7000 francs CFA le litre. C'est beaucoup d'argent. Donc c'est ça pour dire l'Algérie exporte évidemment du carburant vers le Mali, notamment vers le nord du pays. L'Algérie est le principal fournisseur de carburant dans le nord du Mali. Ce carburant est acheminé quelquefois par des moyens informels et les groupes armés exercent aussi un contrôle sur ces routes, imposant des taxes quelquefois et rendant l'approvisionnement très difficile. Depuis avril 2025, suite à l'abattage d'un drone militaire malien par l'armée algérienne, alors alternativement, qu'est-ce que le Mali va faire? Face à cette crise, le Mali cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement. Évidemment, il faut toujours le faire. Il faut toujours diversifier. On ne peut pas tout mettre dans un même panier, en tout cas pas ses œufs. Sinon, quand ça tombe, ça éclate. Les accords ont été signés, heureusement pour le Mali, avec le Niger, pour l'achat de 150 millions de litres de gasoil, destinés à alimenter les centrales électriques. Donc, pour le Mali, c'est un combat de liberté. Pour l'Algérie, c'est un combat de défense. Chacun accuse l'autre. La réalité est que un drone militaire malien a été abattu par les militaires algériens. L'Algérie accuse le Mali de laisser planer son drone dans le territoire algérien. Le Mali avait demandé à l'Algérie de pourvoir des preuves démontrant que le drone était effectivement sur le territoire algérien. D'après les autorités maliennes, l'Algérie avait refusé pendant 72 heures de donner des preuves. Et pour eux, c'était un message clair. Vous savez, quelquefois, quand quelqu'un ne vous répond pas, ou vous laisse en vue, ou lui posez une question évidente, vous laisse en vue pendant 72 heures, c'est une réponse ou pas. Quelquefois,
vous cherchez du boulot, on ne vous répond toujours pas. C'est peut-être une réponse quelque part. C'est vrai que l'absence de réponse n'est pas toujours une réponse. Dans des conditions aussi brutales que celle-là, une réponse est nécessaire. L'Algérie dit avoir placé sur le site internet du ministère de Défense les éléments essentiels dont le Mali demandait. Bon, le Mali demande de nous les données qui démontrent que notre drone était sur votre territoire. L'Algérie répond en disant regardez sur notre site. C'est un peu, tu cherches quoi? Je cherche la clé. Va regarder là-bas dans les salons. Au lieu de dire voilà la clé, va regarder dans les salons, va chercher dans les sites. Bon, je pense que il y a certainement pas de fraternité là. Il faut dire la vérité. S'il y avait une certaine considération, une certaine fraternité ou amitié au moins, on dirait bon, écoutez, voilà les données et patati et patata. On vous dirait pas d'aller regarder dans le site internet. Donc la guerre a commencé. La guerre malheureusement n'est pas toujours physique où les corps doivent tomber. La guerre quelquefois est économique et ça se passe déjà. À la surprise générale, le président de la République tchadien vient de dégrader son propre cousin, donc rétrograder un général à simple soldat. Okay? Le président de la République rétrograde ou diminue les grades de son propre cousin à 0, donc de général à plusieurs étoiles à 0. Au Tchad, la surprise a été totale le week-end du 12 au 13 avril 2025, lorsque les Tchadiens ont appris par un communiqué que le secrétaire général du gouvernement rendu public sur son compte Facebook qu'Abdoulahim Bakar Matma Itno, parent très proche du président du pays, Matma Idriss Itno, et l'un des plus hauts gradés de l'armée, venait d'être rétrogradé au bas de l'échelon militaire et radié de l'armée pour faute grave. Sans plus de détails. Donc, sa famille aussi, sa propre famille. Vous vous posez certainement la question de comprendre comment elle se fait. Comment peux-tu rétrograder un familier comme ça, de général à rien? Ça doit être une histoire très grave. Les spéculations, évidemment, ont suivi, disons, on avait découvert un message vocal du général d'armée diffusé dans un groupe WhatsApp dans lequel il qualifiait notamment le pouvoir de corrompu et appelait aux membres de sa famille de renverser le pouvoir. Donc, qualifie le pouvoir d'incompétent, de corrompu et demande à ce qu'on renverse. C'est quand même assez dur. Vous savez, le pouvoir est très dur. Même les membres de vos familles, quelquefois, peuvent être vos pires ennemis. Malheureusement, c'est ça. Voilà pourquoi il faut être sage et identifié. Ça, ce n'est pas valide dans toutes les familles, mais l'argent est très dangereux pour certaines personnes. Le pouvoir est très dangereux pour beaucoup de personnes. Et il faut être vigilant. Alors, a-t-il raison de le faire? Point d'interrogation. C'est pour vous dire simplement, même si c'est symbolique, de lancer un message fort à tout le monde pour qu'il sache que si je peux le faire à quelqu'un d'aussi proche de ma famille, quelqu'un qui porte un nom presque similaire au mien, Mahatma Itno, je peux le faire à n'importe qui et de manière brutale. Donc l'Algérie arrête la transmission de pétrole, en tout cas ça ne passera plus, ça y est, c'est fait. Le nord du Mali en subit les conséquences déjà, c'est une réalité, les prix flambent, c'est une guerre qui a commencé. Alors, comment peut-on faire pour résoudre cette guerre? Y a-t-il un moyen alternatif à part la guerre totale? Si cette décision est prise, cela signifiera rien de moins que l'implication directe des pays autochtones, des États-Unis et des pays européens dans la guerre en Ukraine. Ce sera leur participation directe, et ce bien sûr changera considérablement l'essence même, la nature même du conflit. Cela signifiera que les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens seront en guerre avec la Russie. Et si tel est le cas, cela signifie que l'essence du conflit a changé. Nous prendrons les décisions appropriées en fonction des menaces auxquelles nous sommes confrontés. Poutine prévient que l'utilisation des armes à longue portée par l'Ukraine mettra l'OTAN en guerre directe contre la Russie. Salut les amis, merci de faire cet arrêt en force. Chez nous, encore une fois, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. YouTube nous dit que beaucoup parmi vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes malheureusement pas abonnés. Je vous suggère, s'il vous plaît, de cliquer sur le bouton, vous abonner afin que nous puissions pousser cette plateforme de l'avant. Il est important que nous ayons notre perspective. Pourquoi? Parce que le mainstream media nous raconte des bobards. Il faudrait que l'on sache, que l'on comprenne, que l'on compare et que l'on déballe ce qui est important pour nous en tant qu'Africains. On y va. Poutine prévient que l'utilisation des armes à longue portée par l'Ukraine mettra l'OTAN en guerre contre la Russie. Évidemment, Zelensky de l'Ukraine a exhorté ses alliés de lever les restrictions depuis un temps, tenues de sorte à ce qu'ils ne frappent pas à l'intérieur du territoire russe. Et Zelensky en pleure. Il veut que les choses changent. Nous voulions vraiment utiliser cette arme et simplement attaquer ces avions sur les bases militaires,
pas les civils, l'infrastructure, uniquement les bases militaires. La guerre en Ukraine ou l'opération spéciale par les Russes en Ukraine a fait couler beaucoup d'encre jusque-là. La demande de Poutine fait peur. Évidemment, un pays tel que la Russie qui dit vouloir bombarder leur... Enfin, ils n'ont pas dit qu'ils allaient bombarder, mais ils ont dit qu'il y aura une réponse appropriée si jamais les États-Unis et le reste du monde permettaient à l'Ukraine de frapper à l'intérieur de l'Ukraine. Je vous rappelle ici que quelques pays ont déjà autorisé à l'Ukraine de frapper la Russie, moyennant leurs armes, mais seulement dans le territoire ukrainien. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? En fait, on leur dit on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Les Ukrainiens veulent avoir l'autorisation des Britanniques d'utiliser des Storm Shadow, missiles à longue portée, pour frapper à l'intérieur de Moscou et à d'autres parts de la Russie. Pourquoi ils veulent faire ça? Parce qu'ils estiment que les bases aériennes, les bases militaires, les dépôts militaires russes qui permettent des frappes sur l'Ukraine doivent être impérativement touchés. Et si cela est fait, ceci réduirait drastiquement le pouvoir russe sur le plan militaire. Évidemment, c'est comme si on disait que quelqu'un te coupe la main. Est-ce que vous pensez que les Russes accepteraient cela? Point d'interrogation. Poutine prévient parce qu'il sait, avec le temps, avec son calme, avec sa patience, le zèle des dirigeants occidentaux est en train de monter. Voilà pourquoi ils sont partis en réunion récemment, pour essayer de voir finalement s'ils pouvaient octroyer cette autorisation à l'Ukraine de frapper à l'intérieur de la Russie. Donc, le calme, la tempérance, la maîtrise qu'a Vladimir Poutine jusque-là à l'égard, en tout cas, des répliques et des frappes dures et dévastateurs en Ukraine, sont graduellement en train de donner du zèle à ces présidents occidentaux qui pensent peu à peu que M. Poutine, en réalité, est en incapacité de frapper comme il le prétend, après qu'une personne ait franchi sa ligne rouge. Alors Vladimir Poutine a trouvé qu'il était important, puisque le président Biden et son homologue britannique s'étaient réunis pour cette histoire. Il était important que Vladimir Poutine frappe la porte de force, disant « Si jamais vous donnez l'autorisation à ces gens de frapper dans la Russie, nous considérons que l'OTAN est en guerre contre la Russie. Ça ne sera plus Zelensky, ça sera un état de guerre générale. » Écoutez, tout le monde a peur de la guerre. Personne ne veut d'une troisième guerre mondiale. C'est évident. Même les Anglais, les Américains, vous sentez qu'ils ont un peu froid. Mais Justin Trudeau du Canada, ce monsieur très controversé, a des choses à dire. On va essayer de suivre ce qu'il dit. Il affirme que l'Ukraine devrait avoir l'autorisation directe de frapper profondément à l'intérieur de la Russie. Malgré les menaces stériles, les menaces frigides de Moscou, par lesquelles cela entraînerait le Canada et les alliés dans une guerre directe. Donc monsieur Poutine est en train de bluffer, d'après Justin Trudeau. Suivant. Vladimir Putin says Russia will be at war with NATO if Ukraine uses long-range missiles deep into Russia. How far into Russia do you think Ukraine should be able to strike? Vladimir Putin is striking regularly in the heart of Ukraine. He's sending missiles and bombs at hospitals. Monsieur dit que Poutine est en train de frapper à l'intérieur, dans le cœur même de l'Ukraine. Et si lui, Poutine, peut se permettre de le faire, pourquoi nous, on ne peut pas le faire en retour? Suivant. At daycare centers, at families and communities across Ukraine, and it was his choice. His choice. C'était le choix de Poutine. C'est lui qui a choisi. C'est lui qui a commencé cette histoire. Et c'est très facile de le terminer. Donc moi, Trudeau, j'ai des choses à dire. Puisqu'il est important que je dise les choses pour lesquelles j'ai des choses à dire, il est essentiel que vous m'écoutiez. Enfin bref, c'est pour dire que mes mots, je ne les pèse pas, mais en réalité, on peut aller en guerre contre Monsieur Poutine, même si les résultats, évidemment, ça impliquera tout le monde, et même ceux qui sont pas en politique, les vieillards, les enfants, tout le bazar, personne ne surmontera Satan 2 ou Sarmat, enfin bref, mais je m'en fous, je suis Trudeau, j'ai un nouveau coiffeur, et j'ai des choses à dire. To invade a neighboring sovereign nation. His choice to start this conflict, and it could be his choice to end it tomorrow. All he has to do is pull back his troops into Russian territory. But he won't do that. He is not just trying to remove any choice that Ukrainians have around where they want their future to go, remove their independence, remove their sovereignty. He's trying to deeply destabilize the international rules-based order. He's trying to deeply destabilize the international rule order.
C'est en anglais. Je ne saurais pas mettre ça en français, excusez-moi. C'est pour dire, il est en train d'essayer de déstabiliser la loi établie du monde, en d'autres termes. L'ordre du monde, la loi du monde. Donc, il y a une loi qui est préétablie par eux, quelque part. Vous voulez que je répète? On répète un peu la vidéo. On va répéter. He's trying to deeply destabilize the international rules-based order. He's trying to destabilize the international space rule order. Donc, il y a l'ordre mondial qui existe. OK? Et cet ordre ne doit pas être bougé. Ce n'est pas seulement pour les Ukrainiens, les amis. Ce n'est surtout pas pour les Ukrainiens. La guerre en Ukraine est en train d'être faite parce que d'après eux, M. Poutine est en train de déstabiliser l'ordre mondial. Et ça ne se fait pas, ils ne peuvent pas accepter ça. Parce que c'est leur façon à eux d'exister. L'ordre mondial, c'est un peu comme ce qu'on vous a fait faire la dernière fois. Il y a certaines personnes quelque part qui décident pour tout le monde. C'est eux qui disent, voilà, il y aura guerre ou pas. C'est eux qui disent s'il faut vendre des armes ou pas. C'est eux qui disent s'il faut vous faire va. Ah oui, tout ça là, c'est eux, hein, c'est l'ordre mondial qui décidait. Hein. Quand en France, on a commencé à vous dire, vous vous souvenez, il fallait avoir des papiers, être V pour aller manger, être V pour aller au cinéma, être V pour marcher dans les rues. Sinon, il faut montrer un papier montrant que vous avez été testé à quelque chose. C'est l'ordre mondial qui a établi cela. L'ordre mondial a aussi établi un système selon lequel il fallait avoir un papier international, passeport international, enfin, lettre de santé internationale pour prendre l'avion. Vous vous en souvenez? C'est ça l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est établir une société où il n'y a pas d'argent, une société cashless, une société où tout est géré et dirigé par un point central. C'est ça l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est dire que vous ne serez propriétaire de rien, mais vous serez heureux. Tout ce dont vous avez besoin, vous allez aller louer. C'est ça l'ordre mondial qu'on veut établir quelque part. Mais il y a quelqu'un qui dérange. Il y a quelqu'un quelque part qui dérange l'ordre mondial. Et on ne peut en aucun cas perdre la guerre contre cette personne qui dérange l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est dire à l'Ouganda qu'il faut accepter papa, sinon vous n'êtes pas démocratique, vous ne recevrez rien de la Banque mondiale, rien de l'FMI, on va vous ostraciser. C'est ça l'ordre mondial. On ne vous laisse pas l'opportunité de décider, de réfléchir, de vivre votre vie selon votre tradition, votre culture, parce que nous établissons la culture et la tradition que tout le monde doit respecter. C'est ça l'ordre mondial. Suivant. That protects us all. Not just in every democracy around the world, but in all countries around the world. L'ordre mondial qui nous protège tous dans le monde. L'ordre mondial nous protège. Any country with a neighbor with a slightly larger army should be worried if it suddenly becomes allowed to invade and redraw lines on the map. And that's why Canada and others are unequivocal that Ukraine must win this war against Russia. L'Ukraine doit gagner cette guerre contre la Russie. C'est pas qu'il faut retrouver la paix. Est-ce qu'il a dit qu'il faut retrouver la paix? Non, ce n'est pas ça. A-t-il dit cherchons un moyen de les asseoir pour trouver la paix? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit l'Ukraine doit gagner cette guerre. Il y a une mission bien accomplie, les amis. Une mission bien claire. Parce que quelqu'un dérange l'ordre mondial. Quelqu'un dérange quelque chose quelque part. Alors il faut qu'il gagne la guerre. Contrairement à ce que Trump disait. Qu'est-ce que Trump disait? Trump a dit, il veut que les gens arrêtent de mourir. Quand on a posé la question à Trump, savoir, tu veux que l'Ukraine gagne ou la Russie? Il a dit, je veux que les gens arrêtent de mourir. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. Vous comprenez maintenant la raison pour laquelle on ne veut pas de Trump. On ne veut pas de lui. Voilà pourquoi certaines personnes pensent que certaines entités, quelque part en Europe, ont engagé des gens pour finir Trump. C'est la deuxième fois, deuxième tentative. Deuxième fois qu'on essaie d'éliminer un président américain ouvertement dans l'histoire des États-Unis. Parce que son narratif est différent. Il dit, il faut qu'on arrête la guerre. Il faut que les gens arrêtent de mourir. Lui dit non. L'Ukraine doit impérativement gagner parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui dérange l'ordre mondial. Suivant. And we will continue to be there to support Ukraine. And yes, Canada fully supports Ukraine using long-range weaponry to prevent and interdict Russia's continued ability
to degrade Ukrainian civilian infrastructure and mostly to kill innocent civilians in their unjust war. Eh ben c'est ça. Écoute, moi je soutiens cette guerre pour que l'Ukraine continue. Il faut donner les armes de l'emporter, les Shadow Storm et tout le bazar pour que les frappes à l'intérieur de la Russie. Et si les Russes ils veulent faire ce qu'ils veulent faire, on va commencer une guerre mondiale, c'est pas grave. Et en établissant une guerre mondiale, écoutez les amis, ça va recommencer beaucoup de choses. L'économie globale sera reset, c'est-à-dire recommencer. C'est comme si vous éteignez le téléphone, vous l'allumez encore. Ça permettra encore de continuer à voler, s'enrichir et tout le bazar. Justin Trudeau est le président canadien, ou peu importe, comment vous voulez dire ça. Pendant l'époque de machin histoire, les gens ont souffert au Canada. Beaucoup de gens ont été arrêtés, contrairement à beaucoup d'autres pays ailleurs dans le monde. Au Canada, beaucoup ont été arrêtés, jetés en tôle parce qu'ils ont refusé de prendre le vin. Et c'était sous l'appréciation de Trudeau. C'est lui qui a influencé cette histoire. Beaucoup de personnes sont parties dans les rues pour dire, ça fait quand même 10 ans. Okay, il faut au moins 10 ans de recherche pour trouver un V contre l'histoire là. Comment ça se fait que à cette occasion, vous aviez déjà quelque chose quelque part pour nous protéger? Ça n'a aucun sens. Nous ne pouvons pas accepter dans nos corps, ok, des choses qui n'ont pas encore été testées. Parce qu'en réalité, quand on prend 10 ans, c'est pour tester l'effectivité, l'efficacité, les capacités et même les symptômes négatifs. Enfin, tout ça, comment ça se fait? Nous n'accepterons pas. Voilà pourquoi les trackers, les conducteurs de camions, beaucoup de gens conservateurs canadiens sont sortis dans les rues pour réclamer leurs droits. Qu'est-ce que Trudeau a encore fait? Il a ordonné les institutions financières de bloquer l'argent des gens. C'est-à-dire, Stripe était bloqué, PayPal était bloqué, les comptes bancaires des gens ont été bloqués pour pas qu'ils continuent à manifester. Ça, c'est toucher le droit privé, le droit le plus élémentaire, le droit le plus profond d'un humain. Lui empêcher d'avoir accès à son propre argent pour lequel il a bossé dur. C'est en ce moment-là que ceux qui avaient des dollars canadiens en papier, qui ont pu acheter à manger. Ceux qui n'en avaient pas en papier faisaient usage de téléphone. Vous qui aimez les téléphones, la technologie, ceux-là étaient incapables de faire quoi que ce soit. Parce que Trudeau faisait application de l'ordre mondial qui était attribué et donné par quelqu'un qui n'est même pas président, qui n'est même pas médecin, on ne le mettra pas. Vous connaissez de qui on parle. C'est lui qui a dit, si vous ne faites pas machin, le monde ne redeviendra pas ce que vous en souvenez. Il fait partie de ce clan-là. Il fait partie du clan du monsieur, le vieux monsieur allemand là, qui fait des réunions et invite des présidents et des chefs. Et les présidents le respectent. On ne sait pas qui il est, mais il a un programme obscur que personne ne comprend. Lui, il fait partie de cette école-là. Et c'est ça l'ordre mondial. Ok? Monsieur Poutine dérange l'ordre mondial. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Votre contribution, écrivez ce que vous pensez. C'est toujours avec un grand plaisir. Qui veut la peau d'Ibrahim Traoré? Tout le monde se pose la question. Il y a certaines évidences. Il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'attentes, beaucoup d'anticipation. Mais on veut savoir la vérité. Qui veut la tête d'Ibrahim Traoré? Je pense qu'il est important qu'on suive. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabé. Bahari Abdraman et se trouve d'être un officier des forces armées du Burkina Faso. Donc l'ennemi, généralement, n'est pas quelqu'un de loin, c'est quelqu'un de l'entourage. L'ennemi, généralement, est quelqu'un de l'entourage. Quelqu'un d'intelligent disait, s'il n'y a pas de problème à l'intérieur, les problèmes extérieurs ne peuvent rien nous faire. S'il n'y a aucun problème à l'intérieur, les problèmes extérieurs n'ont pas de pouvoir. C'est-à-dire, pour que l'on puisse te toucher ou t'atteindre par tes ennemis, généralement on passe par qui? Par quelqu'un de très proche. Un fils du pays, pour les intérêts d'autres personnes, d'autres pouvoirs extérieurs, est prêt à vendre sa nature, vendre ses frères pour ses intérêts personnels. Continuons. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. Donc le officier
est en absence irrégulière depuis un temps. Ok, on ne sait pas exactement où il se trouve et est sujet de poursuite pour possible désertion. Vous savez, je crois qu'il est important de s'arrêter un tout petit peu là. Quand les choses se passent, il y a généralement un calme qui arrive. Quand les choses vont changer drastiquement, que ce soit dans votre vie, qu'il y ait des choses prévues contre vous, vous remarquerez un calme inédit, un calme qui n'a jamais été dans le passé. Il faut jamais se mettre à l'aise. Il faut toujours chercher à comprendre pourquoi le calme arrive. Continuons. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Ayant rejoint quoi? Abidjan. Qu'est-ce qu'il a dit? Ayant rejoint quoi? Joue encore là. Et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Ayant rejoint Abidjan. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Wow. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Les informations sensibles ont été passées aux terroristes et aux attaquants du pays. Par qui? Par les enfants du pays, qui ne veulent pas la paix. Continuons. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. Donc, ils essaient de créer le désordre de l'intérieur pour frustrer tout le monde, déjà contre M. Ibrahim Traoré. Créer le désordre intérieur, hein, susciter la haine, la colère, le révolte. Continuons. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Wow. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Waouh, ils ont même contacté les VDP pour essayer de les acheter. Donc, c'est le mal intérieur. Le plus profond, c'est le mal intérieur, les amis. Continuons. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ok, les VDP se sont présentés pour venir annoncer le coup en préparation. Ok, les VDP sont venus dévoiler ce qui a été prévu. Je pense qu'il est
très nécessaire de comprendre l'intelligence qui se joue là. Est-ce que ça veut essentiellement dire que les VDP sont venus dénoncer? Parce que généralement, quand vous dites comment vous avez reçu l'information, prochainement, l'ennemi va s'assurer de ne plus transmettre l'information ou possiblement l'information à travers la voie par laquelle vous avez reçu l'information. Parce que quand vous dites comment vous avez reçu l'information, vous dévoilez votre capacité. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi une capacité tout contraire à celle-là. C'est-à-dire, je peux vous raconter une histoire sans essentiellement qu'elle soit une vraie histoire. C'est-à-dire, je vous dis, j'ai reçu l'information à travers les VDP qui sont venus me dire, ils sont venus signaler, mais peut-être que ce n'était pas à travers les VDP. Pour pas que vous compreniez la notion ou en tout cas le mécanisme à travers lequel je reçois vos informations. Ça pourrait être un autre moyen, un moyen technologique, mais je vous dis, c'est les VDP. Ça, c'est simplement pour vous dire, pour pointer quelque chose de très stratégique. Continuons. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou. Ne vous en faites pas, il n'y a pas que les VDP qui ont annoncé. Les moyens à travers lesquels ils ont reçu l'information, ce n'est pas seulement les VDP. Mais on ne va pas vous dire. Et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. En fuite vers la Côte d'Ivoire. Ok. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Les cerveaux sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le monsieur Bahanam Braganam. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de s'aimer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Ils ont pu détecter que le centre se trouve en Côte d'Ivoire. Intéressant. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Intéressant. Alors, quand on donne des informations pareilles, accusant directement la Côte d'Ivoire, étant une base arrière de ceux qui sont considérés comme ennemis du Burkina Faso, peut-on le faire sans vraiment le savoir? Si la Côte d'Ivoire est perçue comme ennemie et qu'on donne des informations disant que nous savons que vous gardez des voyous et vous êtes à tort nos ennemis, j'insiste, à tort nos ennemis, mais vous gardez des militaires qui sont nos ennemis directs chez vous. Si la Côte d'Ivoire est consciente de ne pas garder des militaires qui sont ennemis au Burkina Faso chez eux, que dirait la Côte d'Ivoire du Burkina Faso? Que le Burkina Faso fait preuve d'amateurisme. Okay? Le Burkina Faso est dans l'amateurisme, ils sont amateurs. Parce que s'ils peuvent dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est des amateurs. Alors, étant le Burkina Faso voulant se faire respecter, ne serait-ce pas très important d'être certain de son information avant de la divulguer? Sinon, s'il divulguait ici, dans ce cas, le Burkina Faso, une information incorrecte à un pays dont il perçoit le leadership être ennemi à ceux qu'ils sont, ne serait pas de l'amateurisme. Ça risquerait d'être de l'amateurisme. C'est-à-dire que le Burkina Faso est certain de son information. Donc, avant d'accuser une personne que tu accuses généralement de manigance à ton égard, il faut être certain pour pas que tu paraisses comme un monsieur délinquant d'esprit qui ne sait pas de quoi il raconte. Parce que quand vous accusez la personne ayant des précisions, vous savez que vous êtes réellement en train de marquer un but. Parce que la personne là où elle est se dira, cette personne sait comment ça se passe. Autant mieux éviter. Alors, pour finir, pensez-vous que le Burkina Faso ferait de tels discours sans vraiment se renseigner? Et il faut rappeler qu'ils sont alliés à la Russie et toutes leurs capacités satellitaires et de renseignement dont ils possèdent. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La France a officiellement reconnu le passeport de l'AES. Félicitations. Félicitations encore. Allez. Cette décision, évidemment, met un terme à plusieurs semaines d'incertitude et de blocage pour de nombreux ressortissants maliens. Depuis un temps, pour ceux qui ne savent pas,
le Mali, Burkina Faso et le Niger ont créé leur propre passeport de l'AES pour solidifier leur union. Évidemment, pour légaliser pas seulement leurs documents officiels, solidifier leur union, très important. Depuis leur retrait de la CEDEAO, ils avaient toujours des passeports portant le nom CEDEAO. Okay? On ne peut pas vraiment dire qu'on a quitté quelqu'un quand on a toujours son nom. Okay? On peut divorcer quelqu'un en gardant son nom, mais c'est plus frappant de divorcer quelqu'un en retirant le nom. Quand tu retires son nom, alors on dit là vraiment il n'y a plus rien. En tout cas, si tu divorces quelqu'un en gardant son nom, on dit bon, peut-être qu'il y a potentiellement une possibilité. Quand tu divorces quelqu'un en changeant le nom, alors là, on sait que c'est évident. Donc après une période marquée de lenteur administrative et des situations confuses aux frontières, les autorités françaises ont finalement donné leur feu vert. Le passeport biométrique, l'AES, introduit par le Mali depuis janvier le 29, est désormais reconnu comme un document de voyage valable sur le territoire français. Félicitations. Félicitations. C'était qui a décidé? C'est Macron qui a décidé? Écoutez, si c'est Macron qui a décidé, enfin Macron, soit il réalise que la démarche à travers laquelle ils sont menés à l'époque, en tout cas en faisant ces commentaires qui ont été mal pris par beaucoup de personnes, ne fonctionne pas, ou bien Macron a quelque chose sous la manche. Je pense qu'il est intéressant de le savoir. Aussi, il faut mentionner que quand l'AES a produit son passeport, beaucoup de ressortissants du Mali et d'autres pays appartenant à l'AES ont connu beaucoup de difficultés. Quand ma femme a voulu déposer le passeport pour sa demande de visa, le consulat lui a dit « Ce passeport, on ne peut pas le prendre. Si ça avait été un passeport CEDEAO, oui, mais celui-là, non. » On a tout fait, mais ils ont refusé et ils ont dit à ma femme de repartir. On n'a pas compris. Imaginez une personne qui vit en Europe, par exemple, avec son passeport valide et son visa valide, européen. Okay? En retour au Mali, pour visiter la famille et par la même occasion, son passeport expire. Okay? Où il n'y a plus de page, n'est-ce pas? On a besoin d'un nouveau passeport. Comme le Mali, Burkina Faso, le Niger n'imprimaient plus des passeports de la CEDEAO, il faudrait dans ce cas avoir un passeport de l'AES. Et quand on a un passeport de l'AES, beaucoup ont eu des difficultés parce qu'évidemment, il faut faire un transfert de visa d'un passeport ancien à un passeport nouveau, quelquefois. Et parfois, si le passeport est vierge, on a besoin d'un visa. Donc, beaucoup de personnes ont eu des difficultés dans beaucoup d'ambassades pendant leur demande de visa. Pourquoi? Parce que ça ne disait pas CEDEAO. Tout début est difficile. Effectivement, au tout début, on a des concitoyens qui ont dû avoir des problèmes de visa, notamment dans certaines chancelleries, pas toutes. Bien avant le 29 janvier, et nous avons accompli ces formalités en envoyant une note technique détaillant toutes les modifications apportées aux 2 pages de couverture. Qu'à cela ne tienne, il y a certaines chancelleries, je crois 2 ou 3, qui sont revenues après en demandant une version physique du spécimen. Pourquoi ces pays ont quitté la CEDEAO? Je pense qu'il est important de le rappeler. Et pour continuer une belle histoire, je pense qu'il est essentiel de voir d'où on vient. Ces 3 pays s'étaient décidés de s'accorder une liberté réelle et totale. Après avoir passé plusieurs années, après la colonisation qui était évidente et une sous-colonisation sous-évidente, ces pays ont dit « enough is enough », trop c'est trop. Il est temps que la population de nos pays, il est temps que nos peuples jouissent de leur bonheur. Les pays qui vivaient sous le joug du terrorisme avaient besoin d'avoir une certaine forme de paix. Les Français y étaient dans ces 3 pays. Okay? À un moment donné, on leur a demandé de quitter. Pourquoi? Parlons ici du Niger d'abord. Au Niger, on ne veut pas chasser les Français. Le gouvernement nigérien avait demandé à l'ambassadeur français à Niamey de se présenter pour une discussion. Vous vous en rappelez? Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a snobé. On lui a gentiment demandé de venir discuter parce que les choses avaient manifestement changé. Mohamed Bazoum n'était plus au pouvoir. Il fallait venir parler. Ça ne lui coûtait absolument rien de venir parler. Mais il a snobé. Dans un complexe frénétique de supériorité. On lui a ensuite demandé dans ce cas, puisque vous refusez de venir discuter, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Ça, c'est notre pays. Comment ils ont répondu? Le Cœur d'Orsay a répondu en disant nous ne reconnaissons pas ces gens. Nous ne reconnaissons pas ces gens qui viennent légalement au pouvoir. M. Mohamed Bazoum a été démocratiquement élu et représente son peuple. M. Macron a fait un discours. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies,
et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant 1 mois. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre, voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. C'était un défi aux autorités nigériennes qui étaient au pouvoir, qui leur avaient gentiment demandé de venir discuter. Après, qu'est-ce qui s'est passé? M. Macron a dit qu'il était prêt à défendre les intérêts de la France. Ça a insinué qu'ils étaient prêts à faire la guerre, n'est-ce pas, pour les intérêts de la France. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés, et il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Si vous badinez, ça sera la guerre. Comme il y avait des militaires français stationnés à cet endroit même, au Niger, c'était facile pour eux d'exécuter leur œuvre macabre. Mais avec la population qui était sortie dans les rues, enflammée, souhaitant le départ des Français, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait milliers de populations, milliers de gens sur Niamey en train de marcher, demandant la sortie des Français. Ils étaient obligés de partir parce qu'ils ne pouvaient pas faire la guerre. Vous savez, quand vous allez chez les gens pour faire la guerre, et que les gens sont forts, c'est impossible de gagner cette guerre. Vous pouvez être aussi fort que vous désirez. Mais si vous rencontrez des gens mentalement forts, c'est impossible de gagner cette guerre. Je donne l'exemple de la Somalie. En Somalie, les Américains sont partis faire l'opération, comment vous appelez ça, machin histoire là, opération Hawks, Black Hawk, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé aux Américains avec leur hélicoptère? On les a massacrés en Somalie. Pourquoi? C'est pas parce que les Somaliens étaient forts avec les armes, c'est parce que les Somaliens étaient forts dans leur tête. Ils avaient compris que c'était leur terre, la terre de leurs ancêtres. Ne peuvent donc pas succomber à quelconque pression extérieure. La même force a été déployée par les Nigériens, civils et militaires. Surtout les civils qui sont sortis dans les rues pour demander le départ des Français. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de coopérer. Ce n'est pas chez vous. Quand on vous appelle pour discuter, la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est vous présenter pour écouter. Alors, s'en est suivi le Mali, le Burkina Faso. Dans la même instance, un désintéressement frénétique, une négligence, un paternalisme royal. Nous sommes Français, vous êtes des petits Africains, nous sommes là il faut être reconnaissants pour notre présence. Mais en effet, ce n'était pas une présence gratuite, parce que tous ces pays payaient des millions de dollars à la France pour leur présence en Afrique, pour combattre les terroristes qui ne finissaient jamais. C'est ça même. La raison pour laquelle ces 3 pays se sont retirés, c'est pourquoi? Parce qu'au moment où on a renversé Mohamed Bazoum, les Africains se sont levés dans un discours discutant sur comment ils vont renverser Niger, n'est-ce pas? Les chefs d'état-major des armées et leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 à l'élaboration d'un concept d'opération pour une éventuelle intervention militaire en République du Niger, afin de rétablir l'ordre constitutionnel et d'assurer la liberté du président déchu. Tous les éléments qui entreront dans la composition d'une éventuelle intervention ont été élaborés ici et sont en train d'être affinés, notamment en ce qui concerne le calendrier, les ressources nécessaires, le comment, le où et le quand nous allons déployer une telle force. Nous sommes déterminés à y mettre fin, mais la CEDEAO ne va pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper. C'est une décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d'État. Nous voulons que la diplomatie fonctionne et nous voulons que ce message soit clairement transmis aux dirigeants de la junte au Niger, que nous leur donnons toute
les chances de revenir sur ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé comment ils vont renverser le gouvernement nigérien. Pendant que les Nigériens militaient pour leur freedom, pour leur liberté, eux se sont réunis pour aller emmener les histoires sur le plan logistique, les armements et tout le bazar. On se pose la question de savoir. On s'appelle frère. Quand on a des difficultés ici en ce qui concerne le terrorisme, on ne vous voit jamais. Hein? Quand c'est le terrorisme, vous ne venez jamais. Mais quand c'est une histoire pour venir nous renverser, alors là, vous êtes prêts? Hein? Nous avons des terroristes ici chez nous, on ne vous a jamais vu venir solliciter une réunion pour nous prêter main forte. On ne vous a jamais vu faire ça. Jamais on vous a vu, bon ok, bon nos amis nigériens traversent un moment difficile, on va mettre un peu d'argent sur le plan logistique. Jamais vous ne le faites. Mais vous avez des logistiques pour venir nous faire la guerre? Vous avez des hommes à sacrifier pour nous faire la guerre? Évidemment, si vous venez nous faire la guerre, il y a des hommes qui vont tomber, de part et d'autre. Vous avez de l'argent pour faire ça, mais vous n'en avez pas quand on a besoin de vous pour de vrai. C'est la raison pour laquelle ils ont quitté. Finalement, ici, on vient de savoir aussi que l'AES vient d'instaurer une taxe de 0,5% à tous les pays qui ne font pas partie de l'AES. Alors, désormais, les pays de l'Alliance de Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont récemment annoncé l'instauration d'un droit de douane commun de 0,5% pour les importations en provenance des pays non membres de leur confédération. C'est-à-dire tous les pays, y compris le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, tous ceux qui font partie de la CEDEAO, désormais vont devoir payer 0,5% d'import ou d'impôt sur tout ce qu'ils importent dans l'AES. Important ou pas? Très important pour consolider leur économie, très important pour se protéger. Parce qu'évidemment, la CEDEAO en fera autant. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ils se sont décidés qu'ils mettront l'argent dans un compte neutre où leurs ministres de Finances feront partie de l'équipe de l'audit qui se fera très fréquemment. Donc, un compte autonome, un compte neutre quelque part, où il y aura des audits chaque jour. C'est-à-dire on veut une transparence inouïe dans cette histoire. Le Mali, il y a quelques jours, a été sujet d'une agression. On a explosé un drone malien de reconnaissance et d'investigation. Un drone vendu à hauteur de 30 millions de dollars. Le gouvernement de la transition a le regret d'informer l'opinion que, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ98D, s'est écrasé sur le territoire national à Tenzawaten, cercle d'Abébara, région de Kidal. Quelques heures après l'incident, le gouvernement de la transition a pris connaissance par voie de presse d'un communiqué du ministère de la Défense algérienne revendiquant la destruction d'un drone qui aurait survolé l'espace aérien de l'Algérie sur 2 km. L'Algérie n'a pas nié ce fait. En effet, les deux pays ont croisé le fer. Rappel imminent des ambassadeurs de part et d'autre. Accusation aux Nations Unies. Et aujourd'hui, on essaie de voir ce qui va se passer. Évidemment, on parlera plus tard de ce que le Niger a décidé de faire, leur stance, puisque je vous rappelle ici que le Niger a beaucoup de collaborations commerciales avec l'Algérie. Quelle en sera sa position en ce qui concerne ce combat évident entre le Mali et l'Algérie, en tout cas sur le plan diplomatique? Le Sénégal rebaptise le boulevard Général de Gaulle en Mamadou Dia, l'un de père de l'indépendance. Bravo ou quoi? Bravo, bravo. Je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance du nom, l'importance de l'identité surtout. Je pense qu'on va développer ça aujourd'hui pour comprendre. Le Sénégal rebaptise le boulevard Général de Gaulle en Mamadou Dia. D'abord, on se pose la question de savoir comment ça se fait qu'il y ait un boulevard Général de Gaulle au Sénégal. C'est la question qu'on se pose. En fait, on se pose plus ces genres de questions parce qu'on a normalisé ces histoires. C'est un peu comme les personnes, elles voient la photo d'un Jésus noir. Ils sont choqués. Au Kenya, d'ailleurs, les gens se sont battus contre un pasteur parce qu'il a montré la photo d'un Jésus noir. Pour eux, Jésus doit être blanc. Comment ça se fait que ton Jésus est noir? Mais pourtant, dans le livre, on dit que Jésus avait la couleur sombre. Il n'était pas blanc. C'est un peu ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça ne vous choque pas. La route s'appelle Général de Gaulle. Général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal? On va essayer de voir et comprendre. Et pourquoi Mamadou Dia? Le Sénégal célèbre le 65e anniversaire de son indépendance et rebaptise l'une des artères emblématiques de la capitale pour l'occasion. Le boulevard du Général de Gaulle est devenu boulevard Mamadou Dia, l'un des pères de l'indépendance du pays. Une décision du président Diomaye Faye. Bravo! Bravo! Je pense qu'il est important de réclamer ce qu'on est. Moi, je vais vous poser une question. Si quelqu'un vous a maltraité dans le passé, vous prendrez votre enfant, votre nouveau-né, donner le nom de la personne, acceptant, réalisant qu'en Afrique, généralement, il y a beaucoup d'Africains qui le font d'ailleurs, qui donnent le nom à leur enfant, c'est-à-dire qui appellent leur enfant le nom d'un ami. Hein, ça arrive, un ami cher, un ami qui a été là pour toi, un ami avec qui on a partagé
beaucoup d'histoires, on peut donner le nom, on peut appeler son nom homonyme à l'ami qui était quelqu'un de proche. Il y a aussi des gens qui en profitent, qui donnent le nom de leur boss. Qu'est-ce si le boss s'appelle Peter? Ils appellent l'enfant Peter. Mais ça, c'est manipulatrice parce qu'on sait que généralement, on le fait pourquoi? C'est pour les intérêts. L'objectif, c'est gagner de la sympathie du boss, n'est-ce pas? Les Africains sont magnifiques. Un Peter, tu appelles ton enfant. Moi, j'ai vu ça. Quelqu'un a appelé son enfant Vim. Vim, c'était le patron. Il a appelé son enfant Vim. Pourquoi? L'objectif était que Vim, qui était un blanc, un Hollandais, Vim commence à donner de l'argent, pour s'assurer que l'enfant parte à l'école, pour s'assurer que l'enfant ait des bénéfices, vive dans des bonnes conditions. C'est une stratégie maléfique ou pas? Pour l'interrogation, mais ce sont les choses qui arrivent. Mais une personne avec laquelle vous avez été en guerre dans le passé, serait-elle la personne vers laquelle vous prendrez un nom pour nommer votre enfant? Je ne pense pas, n'est-ce pas? On va essayer de comprendre dans quel sens. Selon une étude de 2019, 60% des rues de Dakar portent encore le nom des figures de colonisation ou des écrivains ou médecins français. 60% des rues de Sénégal, d'après cette étude, portent encore des noms des écrivains, des médecins ou des Français en général. C'est dur. On va essayer de voir un peu ce que ça veut dire. Alors, le général de Gaulle, beaucoup ici vous le connaissez, c'est un ancien chef de l'État français, mais avant cela, il a participé dans certaines actions qui sont perçues comme négatives à l'égard du Sénégal. Pourquoi ce boulevard portait le nom d'un Français? Le Sénégal était une colonie française jusqu'à son indépendance en 1960. Bien que de Gaulle n'ait pas été directement impliqué dans les négociations quotidiennes pour l'indépendance du Sénégal, il était président de la France au moment de la vague d'indépendance qui a déferlé en Afrique. Sous sa direction, la France a décidé d'accorder l'indépendance à la plupart de ses colonies africaines, dont le Sénégal, qui est devenu une république indépendante le 4 avril 1960. Aujourd'hui, c'est l'indépendance du Sénégal. Et à cette occasion, on a décidé de renommer ce boulevard de Charles de Gaulle à Mamadou Dia. D'abord, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé avec les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, des militaires africains qui étaient recrutés généralement dans la Golfe de la Guinée. Nous avons pas seulement des Sénégalais, il y avait des Togolais, il y avait des Maliens, il y avait beaucoup de gens venus de partout. Ce n'était pas seulement des Sénégalais. Ils étaient appelés tirailleurs sénégalais, mais en réalité, c'était des Africains, c'était une panoplie, un curvé d'Africains qui étaient mis ensemble. Alors, ils sont partis pour combattre pour la France. Je voudrais qu'on comprenne la raison pour laquelle on fait cette vidéo. Il est très important d'être fier de son identité, de tout Africain. Récupérer son nom en tant qu'Africain, ce n'est pas une question de préférence. Avoir un nom africain est une obligation à son identité. Et récupérer ces noms est très important. Ça me choque quand je vois des noms bizarres. Prémadi, Préfadi, ça n'a aucun sens. On va y arriver. On reste là, on va y arriver. En effet, qui étaient les tirailleurs sénégalais? Comme je l'ai dit précédemment, ils étaient recrutés d'un peu partout en Afrique, précisément autour de la Golfe de la Guinée. Alors, l'objectif était d'aller combattre contre les Allemands qui ont résisté pendant la guerre mondiale, les Allemands qui avaient pris une grande partie de la France à l'époque. Les Sénégalais ou les tirailleurs sénégalais ont combattu dur. C'était des farouches, vaillants guerriers. On dit qu'ils avaient fait beaucoup de choses étonnantes, même aux yeux des Allemands à l'époque, qui étaient en effet craints de tout le monde. Mais ces Sénégalais, il y a eu une instance qui était très intéressante. On avait remarqué qu'ils ne portaient pas des chaussures. Et c'était pendant l'hiver. Il y a certaines histoires qui disent que ces Sénégalais avaient choisi de ne pas mettre des chaussures. C'était par choix. Ils voulaient combattre sans chaussures. Ils étaient armés, mais ne voulaient pas de chaussures. Mais d'autres personnes disent qu'en effet, l'armée française avait refusé de donner des chaussures à ces Sénégalais, à ces pauvres Noirs. Écoutez, on s'en fout. Alors, d'après vous, quelle est la vraie version? Ils avaient refusé des chaussures ou on leur avait refusé des chaussures? Point d'interrogation. Les Sénégalais ou les tirailleurs sénégalais se sont battus farouchement. À l'entrée vers Paris, après avoir repoussé les Allemands, le général de Gaulle a instruit à ce que les Français soient mis de l'avant. Donc on enlève tout ce qu'il y a de noir. Tous les Noirs qui ont combattu pendant la guerre doivent être mis de côté pour que les Français blancs passent de l'avant. Donc l'objectif c'était quoi? Il fallait préserver l'intégrité ou le respect de l'armée française pour pas que l'on pense que certains petits Noirs sont venus ici pour nous libérer. C'était inacceptable pour de Gaulle. Le général de Gaulle avait ordonné que les soldats français soient exclus du défilé de la victoire à Paris, malgré leur rôle crucial dans la libération de la ville. La raison de cette décision semble être liée à des considérations raciales et politiques. De Gaulle et certains autres blancs craignaient que la présence de soldats noirs dans le défilé ne nuise à cette image. De plus que de Gaulle était préoccupé par la manière dont l'inclusion des soldats sénégalais et d'autres soldats africains pourrait être perçue par le public français majoritairement blanc. Donc, général de Gaulle, qui a un nom dans un boulevard en Afrique, précisément au Sénégal, est celui qui a demandé qu'on enlève des militaires noirs pour pas que l'on donne l'impression que les Noirs sont des gens assez forts. C'est pas pour dire à la hauteur dans le combat. Donc il était important pour lui d'éliminer la trace des Noirs. Mais le Sénégal a gardé le nom. Qui a autorisé ce nom? Point d'interrogation.
Maintenant, c'est important de revoir l'authenticité. L'authenticité, en parlant d'authenticité, je pense à un nom. Un président Mobutu, le président du Zaïre à l'époque. C'était un homme qui a joué un rôle très important en ce qui concerne l'authenticité. En 1971, il a commencé ce mouvement d'authenticité au Zaïre. En fait, le Zaïre, avant s'appelait Congo. Arrivé au pouvoir, il a changé le Congo au Zaïre. Le Congo est devenu Zaïre. Mais après le temps, à l'arrivée de Kabila, le père, c'est lui qui a ramené le Zaïre au Congo. D'ailleurs, je pense que les Zaïres étaient un peuple fort. Pourquoi? Monsieur Mobutu, arrivé au pouvoir, a instruit la population de regagner leur identité en retrouvant leurs anciens noms, le nom de leurs arrière-grands-pères. Donc, à l'époque, les Congolais s'appelaient Jean-Cross Chrysostome, Jean-Lucas Protroster. C'était ça le nom des Congolais ou des Zaïrois. C'est lui, Mobutu, qui a dit, va chercher le nom de ton grand-père, va au village, va qu'on te dise quel est le nom de ton père, que l'on te dise quel est le nom de ton grand-père. En fait, à l'époque, ce que vous appelez Congolais ici étaient des gens qui étaient sans identité, parce que leur identité devrait être de plus proche du belge. Donc, un nom belge, la couleur de la peau. Aujourd'hui, vous parlez de l'éclaircissement de la peau. Ça vient de là. C'est l'amour de vouloir devenir comme un blanc. C'est ça la mentalité. Aujourd'hui, vous partez à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Si vous parlez lingala, qui est la langue locale, on ne vous considère pas. On estime que vous êtes quelqu'un, voilà, comme ça. Mais si vous parlez français, alors là, on vous prend en sérieux. Mais Mobutu, à son arrivée, il a poussé vers l'authenticité pour que la population retrouve leur identité. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui s'appellent Mutombo, Mbundu, Kimbenge. C'est grâce à Mobutu. Sans ça, aujourd'hui, les Congolais seraient des gens Chrysostomes, toujours, des gens Luc Roumenacker. Oui, c'est exactement ça. Je sais que beaucoup de personnes connaissent Mobutu en tant que dictateur. Dictateur, il était. Mais évidemment, ça s'est arrivé avec le temps, après avoir été déçu à plusieurs reprises, et aussi l'emprise des membres de famille qui t'encouragent dans la mauvaise direction. Vous savez, généralement en Afrique, certains présidents viennent vraiment avec des bonnes idées. Au départ, ils disent « je veux vraiment changer le pays vers la bonne direction ». Quand ces gens-là de leur tribu arrivent, les gens de leur ethnie se rapprochent, on lui dit généralement « non, président, tu n'es pas là pour sauver tout le monde. Il faut d'abord nous sauver nous-mêmes. La charité bien ordonnée commence à la maison. Donc, on va s'assurer que nous devenions riches, que nous achetions de maisons. Le reste s'ensuivra après. » C'est ça, malheureusement, qui est arrivé, même avec Mobutu. Mais au départ, il avait de très bonnes idées. Pour éviter le tribalisme entre ce peuple, Mobutu prenait un monsieur venant de l'Est et l'envoyait gouverneur au Nord. Et prenait un monsieur du Sud et l'envoyait gouverneur à l'Ouest. Et c'est comme ça que les gens ont pu se tolérer. Il y a certaines villes, le route de Gaumont a été asphaltée par un gouverneur qui n'était pas local, qui n'était pas autochtone, qui est venu d'une autre province. Donc Mobutu a joué un rôle très important. Il a encouragé les Congolais. Zaïrois, c'est plus respectueux que Congolais. Il a encouragé les Zaïrois à s'habiller en abakos. Abakos, c'était quoi? Abat costume. Donc, à l'époque, les gens mettaient des smoking et tout le bazar pour se ressembler, donc pour ressembler aux Belges. Mobutu est venu, il a dit, il faut tuer cette histoire, il faut s'habiller différemment. Et les gens adoptent un style vestimentaire, une version africaine du smoking occidental. Alors, les Belges considéraient les Noirs à deux niveaux. Il y a les Noirs qui sont les sauvages et les évolués. Les Noirs qui sont les sauvages, les évolués étaient qui? C'était ceux-là qui partaient à l'école, ceux-là qui parlaient bien français, ceux-là qui s'habillaient en chemise-cravate étaient des évolués. Tout le reste était des sauvages. Aujourd'hui, Mobutu est parti depuis 1997, il n'existe plus. Les Zaïrois sont redevenus Congolais et leur nom, ils ont abandonné. Pour la plupart, aujourd'hui, vous verrez des gens au nom de Frémidi. Vous faites un enfant, vous l'appelez Christevie. Ça veut dire quoi, Christevie? Frémidi. C'est incroyable. Écoutez Mobutu ici en train d'expliquer. Il a été beaucoup question de l'authenticité. On en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà. On sait que les noms des rues ont été souvent changés, Kinshasa et dans les autres villes du Zaïre. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de cela? C'est facile à expliquer, M. François, parce que l'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nos Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela.
éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Donc le monsieur dit, pourquoi je donnerais un nom hébreu à mon enfant si les Hébreux ou les Israéliens n'ont jamais de nom africain? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a que quelques pays où vous trouverez des gens qui ont vraiment gardé leur nom authentique. Comme en Afrique du Sud, vous trouverez des gens qui s'appellent des Kumalo, des Kulufelo, Nomfundo, Nomfunda, tout ça. Parce qu'ils ont gardé leur identité, leur religion, ils ont gardé tout ça. Je sais que ça vous dérange quand vous entendez ça. Vous pensez que tout ce qui vient de là est bien. Chez les Nigérians, dans une tribu précise, ils ont toujours leur nom. Mais vous verrez beaucoup de gens en Afrique aujourd'hui, quand vous les appelez, s'ils ont un nom africain, ils ont honte de se représenter en nom africain. Vous verrez une femme qui s'appelle Massika, elle refuse qu'on l'appelle Massika. Non, ne m'appelez pas, appelle-moi Jeanne ou appelle-moi Clarine. C'est ça le niveau de la colonisation mentale. Et on ne peut pas aujourd'hui avoir une certaine identité ou un courage de s'élever contre l'Occident en disant l'Occident essaie de faire ça si on n'a même pas d'identité. La grande tristesse, c'est celle-ci. Vous savez, chaque culture, chaque tribu, chaque ethnie a son style vestimentaire en ce qui concerne les fêtes. Donc, quand il y a fête de mariage, il y a votre tenue de votre tribu vestimentaire. OK? Beaucoup de pays n'en ont plus. Je vous donne un exemple simple. Les Ibo ont leur tenue vestimentaire en ce qui concerne les fêtes. Les Fulani ont leur tenue vestimentaire. Partons en Afrique du Sud. Les Xhosa ont leur tenue, regardez, noir et blanc, vestimentaire. C'est pour les Xhosa. C'est comme ça qu'ils s'habillent. Les Tswana ont leur tenue, regardez, les Tswana, on en trouve en Afrique du Sud et au Botswana. C'est leur tenue. Mais vous allez dans un pays comme le Congo, il n'y a pas de tenue vestimentaire des tribus. Ça n'existe pas. Tout le monde prend cette histoire-là. Les gens copient. Comment on fait? Soit on copie les Nigérians pour s'habiller dans leurs fêtes. Pour s'habiller dans leur fête de mariage. Soit ils copient un style vestimentaire qu'ils ont vu dans un mariage nigérian, ils copient ce qu'ils appellent l'Iputa, qui en réalité est une production hollandaise. Mais chaque tribu, votre tribu c'est quoi? Vous êtes Moubembe, les Babembe s'habillent comment en mariage? Vous êtes Mourega, les Barega s'habillent comment en mariage? Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que les gens aiment la christianité, on dit tout ce qui est, voilà, coutumier et satanique, c'est diabolique, il faut oublier. Il n'y a pas de coutume congolais, ça n'existe pas. Mais il peut y avoir une coutume Babembe, coutume Barega, coutume Bashi. La coutume générale, ça n'existe pas. Bref, c'est pour dire, ce n'est pas limité chez les Congolais. Dans le reste de l'Afrique, il faut avoir une fierté pour son identité. Il faut connaître le village de son père. Tu ne peux pas dire que tu es un Africain si tu n'as jamais été au village de ton père. Comment peux-tu prétendre être un Africain si tu ne parles pas la langue de ta mère? Ça n'a aucun sens. Les gens sont des experts en français. Comme le disait Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il a dit? Si on enlevait le français, beaucoup d'Africains seraient illettrés. S'il faut éradiquer le français, beaucoup d'Africains seraient illettrés. Parce que sur lequel on mesure votre intellectualité ou intellectualisme, c'est votre capacité de vous exprimer en français et de corriger les français déjà. Mais votre identité, vous n'en avez pas. Comme le disait Mobutu précédemment, je ne peux pas prendre mon enfant et le nommer Marie-Jeanne. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, les Congolais ont des préfidis, préfina. Oh, mon premier amour du Christ aux croix. C'est quoi ces gens à la croix? C'est quel genre de... Vous n'avez aucune identité. Mobutu a dit, je ne peux pas. C'est que Mobutu craignait, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. On va rentrer au Sénégal. On estime encore une fois, une étude a été conduite où on a estimé que 60% des rues de Dakar portent encore le nom des figures de colonisation ou d'écrivains médecins français. C'est beaucoup. Je pense que le changement arrive et c'est comme ça que ça commence. C'est dans des petites choses. Le changement de monde. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Le comportement commence par l'identité. God bless.